Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Mais justement, la question qui se pose, c'est quelle est cette réalité ? Au moins celle de l'expansion du territoire contrôlé par les Philistins, que les archéologues suivent à la trace, grâce à la prolifération graduelle des poteries de style typiquement philistin, mais ornées de motifs égéens. Ils les découvrent partout, à travers le pays, enfouis dans la moindre couche de cendres, le moindre éboulis de pierre, de la Philistie dans les hauteurs jusqu'à la vallée de Jezréel. Ces preuves sont exhumées des couches de cendres et d'éboulis, signes de destruction violente des cités cananéennes ou philistines. Mais qui est le responsable de ces destructions ? La réponse paraît évidente, David bien sûr. Mais est-ce qu'on en est certain ? Les Israélites, vivant sur les hauteurs du centre de Canaan, auraient-ils pu établir leur contrôle sur des centres cananéens majeurs comme Gézer, Megiddo et Beth-Shean ? Alors oui, en théorie, il arrive parfois que des seigneurs de guerre des hautes terres ou des chefs de clans hors la loi raquettent les fermiers et les commerçants des villes des basses terres en les menaçant de représailles s'ils refusent de payer une rançon. A l'inverse, s'ils paient sans résister, les bandits les assurent de leur protection. C'est vieux comme le monde, j'allais dire c'est vieux comme Hérode, mais on n'en est pas encore là. De cette manière, certains chefs locaux parviennent à étendre leur influence, mais il ne s'agit pas de conquête militaire, vous l'avez compris, encore moins de la création d'un empire bureaucratique. Les Vikings, par exemple, évidemment, étaient moins nombreux que nous quand ils nous sont tombés sur le paletot, si j'ose dire, mais c'est pas non plus des conquêtes militaires, c'était des raids, mais pas des conquêtes militaires. La disparition de la poterie philistine vers 1000 avant Jésus-Christ a longtemps été associée justement aux conquêtes de David. Or, les archéologues actuels savent maintenant que ce style de poterie s'est poursuivi bien après le règne de David. Elle n'est donc plus un critère de datation fiable pour reconnaître les supposées conquêtes de David. Ça pose problème tout ça. Et les incendies qui ont détruit toutes les cités cananéennes et philistines alors ? Eh bien les poutres effondrées lors de la destruction par le feu des cités cananéennes ont pu être datées. Le bois utilisé pour la construction des bâtiments a été coupé durant le Xe siècle avant Jésus-Christ seulement, c'est-à-dire bien après la supposée campagne militaire de David. Donc que conclure de tout ça ? Eh bien nous n'avons de nos jours plus aucune raison de douter de l'existence historique de David. En revanche, il est certain qu'il n'a jamais fondé un puissant empire, vaste et prospère, qu'il n'a pas édifié de monuments majestueux et n'a pas fondé une riche capitale. Les recherches archéologiques les plus récentes donnent à voir un pays rustique, largement rural, totalement dénué de documents écrits et d'inscriptions, outil indispensable au fonctionnement d'une monarchie digne de ce nom. Le territoire du sud de Canaan est un monde hétérogène où vivent des fermiers et des nomades, dénués d'une potentielle culture commune. L'habitat y est très clairsemé et Jérusalem n'est alors qu'un village des hautes terres parmi d'autres. D'après de récents calculs, le pays compte alors 45 000 habitants au total, dont 90% vivent dans les villages qui couvrent la partie nord. Les 5 000 personnes restantes vivent éparpillées entre Jérusalem, Hébron et une vingtaine de villages de Juda, auxquels viennent s'ajouter quelques groupes de semi-nomades. C'est sûr que ça fait drôle. Quand on voit ça aujourd'hui, ça fait curieux. Alors malheureusement, des conflits éclatent au sein même de la famille. Son fils, le fils de David, Absalom, se révolte contre lui peu avant la mort de David. Le grand prêtre Sadoc oint son plus jeune fils, Salomon, celui qui affermit la dynastie et organise son empire qui s'étend à présent de l'Euphrate à la terre des Philistins et jusqu'aux frontières de l'Égypte. Tout ça, on suit la Bible, bien sûr, vous avez compris. Il remplit encore plus les caisses de l'État, déjà comblées à ras-bord, au moyen d'un ingénieux système de taxation, de corvées imposées à chacune des tribus et de fructueuses relations commerciales avec les contrées du Sud, notamment la légendaire Saba, dont la reine, d'après la légende évidemment, vient rendre hommage à l'extraordinaire sagesse de Salomon avec une caravane chargée de fabuleux présents. Salomon est également célèbre pour ses réalisations architecturales. C'est lui qui bâtit le temple de Jérusalem, édifice magnifique, richement décoré, qu'il inaugure en grande pompe et auquel il joint un splendide palais. Il fortifie Jérusalem, ainsi que les centres régionaux que sont devenus Hazor, Megiddo et Gézer.
Il entretient des écuries, comprenant au total 40 000 stalles, destinées à accueillir les chevaux qui tirent ses 14 000 chars et menés par 12 000 cavaliers. Il signe un traité avec le roi du Liban pour qu'il lui envoie des cèdres pour construire le temple. Il devient son principal partenaire lors de ses entreprises commerciales maritimes. Le premier livre des rois affirme donc que le roi Salomon surpassa en richesse et en sagesse tous les rois de la terre. Tous les rois de la terre voulaient être reçus par Salomon pour profiter de la sagesse que Dieu lui avait mise au cœur. Voilà, c'est le livre des rois, chapitre 10, versets 23-24. Jérusalem ne conserve aucun vestige qui pourrait être attribué à Salomon. Alors c'est vrai que ces vestiges pourraient être encore être ensevelis sous les bâtiments actuels de l'actuelle Jérusalem, notamment ceux du temple, enfouis sous celui édifié plus tard par Hérode. Et la Bible ne tarit pas d'éloges à propos de la sagesse et de la richesse de Salomon, vous avez entendu. Elle le décrit comme un souverain puissant, juste et d'une richesse inégalable, qui, je cite, règne sur tout Israël, qui possède, je cite encore, 40 000 chevaux de char et 12 000 chevaux de selle, comme je vous ai dit tout à l'heure, et qui fait construire toutes les villes lui servant d'entrepôt, et les villes pour les chars et les villes pour les cavaliers. Il se tourne vers les meilleurs spécialistes de l'élevage d'équidés, n'hésite pas à faire venir les montures de très loin, je cite encore, c'était d'Égypte que venaient les chevaux de Salomon, il en était envoyé de la même façon au roi des Hittites et de Syrie. Il possède également une importante flotte de commerce qui ramène, je cite encore, de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Là, on est dans le verset 21-22. En son temps, l'or coule à flot. Je cite enfin, toutes les coupes du roi Salomon étaient en or, car de son temps, on ne faisait aucun cas de l'argent. À Jérusalem, le temple que le roi Salomon éleva au Seigneur était tout entier couvert d'or. Chapitre 6, versets 2-22. À la lecture de ces quelques vers tirés du premier livre des rois, on a quand même l'impression de lire un conte des mille et une nuits. Pardon, mais quand j'étais lycéen, j'avais écrit pour une disserte de français que la Bible était peut-être le plus grand livre de science-fiction qui était écrit. Bon, ça n'avait pas plu à mon prof de français, qui n'avait pas aimé du tout, et je m'en excuse, c'était pas du tout pour blesser qui que ce soit, mais c'est vrai que quand même, il y a des histoires assez formidables. Bon, c'est vrai que certains passages relèvent quand même du conte merveilleux. On en trouve d'autres exemples dans la Bible, comme le magicien Balaam qui discute avec son ânesse. Vous avez l'histoire de Samson, auquel ses cheveux confèrent une force surhumaine, celle de Jonas, avalé par un poisson. Ce récit, qui semble quand même le plus fabuleux de tout l'Ancien Testament, repose pourtant sur une réalité historique. Les archéologues se sont attachés à vérifier point par point ce que la Bible dit des richesses de Salomon. L'ensemble de leurs travaux en la matière est quand même le chef-d'œuvre de la recherche biblique. La Bible décrit tous les travaux de construction qu'aurait entrepris Salomon dans les cités de Megiddo, Hazor et Gézer. Je ne sais pas si on dit Gézer, Gézer. Aussi, les impressionnants vestiges de l'âge du fer, découverts à Megiddo, cité stratégique, qui est située sur la voie qui relie l'Égypte à la Mésopotamie, ont immédiatement été attribués à Salomon. Les archéologues effectivement, ont dégagé 2 séries de grands édifices publics composés de grandes salles rectangulaires reliées les unes aux autres sur la longueur par un mur mitoyen. Chaque salle, je vous passe les détails, est divisée en 3 allées étroites, etc., etc. Ces bâtiments ont tout de suite été identifiés comme les fameuses écuries de Salomon. Une porte monumentale similaire a été découverte à Hazor. Toutefois, elle présente quand même un plan singulier. Une tour suivie de 3 salles flanque chaque côté de l'entrée. Ça pourrait être la preuve irréfutable de la présence de Salomon à travers tout le pays. Mais est-ce qu'on peut vraiment interpréter des vestiges archéologiques en suivant à la lettre ce que nous dit le récit biblique ? Alors c'est vrai, les portes de Gézer et d'Assor sont toutes deux connectées à une fortification à casemate creuse, tandis que celle de Megiddo est reliée à un mur plein. Les archéologues ont immédiatement estimé qu'ils venaient de trouver des écuries de Salomon. Sous ces écuries, ils ont exhumé les restes d'un très beau palais, mesurant près de 600 mètres carrés, construit en larges blocs de pierre appareillés qui s'élèvent en bordure nord du tertre. Il s'élève juste à côté des salles, interprétées comme le mur à casemate manquant, attaché à la porte aux 3 salles. Un autre palais, qui suit le même plan, a ensuite été découvert au côté sud du tertre. Or,
ce type de palais est typique de l'âge du fer et se retrouve principalement dans le nord de la Syrie. Détail essentiel, son plan correspond exactement à la description du palais de Salomon dans le livre des rois. Donc on peut en conclure que ces deux palais ont bien été construits par Salomon. En revanche, les écuries construites sur leurs ruines sont immanquablement plus tardives. Elles datent en fait du règne du roi Akab, qui règne sur le royaume nordiste d'Israël au début du IXe siècle avant Jésus-Christ. D'ailleurs, une inscription assyrienne décrit l'importance des régiments de chars du roi Akab. Donc, les portes et les palais de Megiddo, Hazor et Gézer prouvent que ces trois cités ont été édifiées en même temps. Elles trahissent une influence nordiste et représentent les plus beaux édifices de l'âge du fer jamais découverts en Israël. Donc, sur ce point, la Bible semble parfaitement s'accorder avec l'archéologie, en tout cas en théorie, parce que nulle part ailleurs dans la région, les fouilleurs ne retrouvent de signes d'une institution royale aussi développée ou d'édifices aussi monumentaux qui dateraient du Xe siècle avant Jésus-Christ. N'oublions pas qu'à cette époque, Juda, patrie de David et donc de Salomon, est encore passablement sous-développé. Donc ce royaume n'a rien d'un puissant empire riche et prospère. En plus, les fameux palais découverts à Megiddo n'apparaissent en Syrie qu'au début du IXe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire un siècle après le règne de Salomon. Sans parler du contraste frappant entre Megiddo et Jérusalem, la capitale supposée empire de Salomon. Megiddo, ville provinciale, est dotée d'un somptueux palais en pierre appareillé, alors que Jérusalem, la capitale, n'est qu'un modeste village isolé et sous-développé. Ces remarques mettent en lumière les monumentales erreurs de datation des archéologues du XIXe et du début du XXe siècle. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.